Madame la ministre, mes chers collègues, je vous propose de démarrer sans plus attendre cette audition, en vous remerciant, Madame la ministre, d'avoir répondu à notre invitation et rappeler que si l'agenda législatif est suspendu, le Sénat poursuit ses travaux de contrôle en accord avec la ministre déléguée en charge des relations avec le Parlement, Madame Lebec, qui indiquait que le gouvernement restait à la disposition du Sénat. Vous en êtes l'illustration cet après-midi, je vous en remercie. Le maintien de cette audition était important pour que vous puissiez porter la voix de votre ministère après les auditions que nous avons réalisées de vos services, la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, puis le haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Comme vous le savez, notre commission d'enquête traite des politiques publiques face aux opérations d'influence étrangère qui menacent les intérêts de la France. Nous souhaitions donc revenir sur les constats qui ont pu être faits en 2021, notamment par notre ancien collègue André Gattolin, sur l'exposition particulière de l'enseignement supérieur aux influences et ingérences étrangères. Pouvez-vous nous dire si vous partagez les recommandations qu'il formulait à l'époque et si certaines d'entre elles ont été mises en œuvre ou pourraient l'être? À ce sujet, je souhaite remercier le haut fonctionnaire de défense et de sécurité qui a répondu au questionnaire de notre rapporteur. En revanche, nous restons toujours en attente des réponses de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Nous espérons que ceci, c'est simplement quelques délais postaux. À présent, avant de vous donner la parole, Madame la ministre, il me revient de rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Je précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos liens éventuels ou conflits d'intérêts en relation avec l'objet de notre commission. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie. Cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera diffusée sur le site internet et, le cas échéant, les réseaux sociaux du Sénat, puis consultable en vidéo à la demande. Madame la ministre, je vous propose de prendre la parole pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, si cela vous convient, après quoi le rapporteur et mes collègues pourront poursuivre la conversation en vous posant quelques questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Je voudrais tout d'abord m'excuser de la voix. Voilà, je vais faire au mieux, mais j'espère que ça sera compréhensible. Donc effectivement, si l'ouverture, les échanges et la coopération internationale sont à la fois une nécessité, mais aussi une raison d'être dans le domaine de l'enseignement supérieur et en particulier de la recherche, les actes malveillants émanant de puissances étrangères sont incontestablement un enjeu crucial et ceci ne permet aucune naïveté et nécessite effectivement une forte vigilance. Alors avant d'y revenir dans le détail, de présenter les problématiques propres à ce ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, je crois important de contextualiser mon action. La première chose, c'est le renforcement de nos actions contre les influences étrangères s'inscrit dans le cadre d'une prise en compte accrue des enjeux de sécurité, et ceci au sein même de mon ministère. Plusieurs raisons à cela. D'abord, évidemment, un cadre géopolitique instable avec la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, les prétentions hégémoniques de puissances dont certaines mènent des entreprises de captation, et l'accroissement des tensions liées aux velléités proliférantes. Ensuite, une conflictualisation accrue et une montée en puissance des rapports de force dans les mouvements sociaux et particulièrement dans les universités. L'approche, évidemment, des Jeux olympiques et paralympiques oblige également à une forte vigilance et une mobilisation continue, et ceci de tous les ministères, dont le mien. Enfin, un contexte général de montée des menaces et violences aux personnes. Aussi, la qualification du risque
évolue bien sûr avec le temps, mais aussi avec l'apparition de nouvelles technologies, ce qui demande, comme ça a toujours été le cas, une adaptation constante. Pour répondre à cet accroissement d'activité notable, nous avons veillé à ce que le service de défense et de sécurité du ministère, service commun avec les ministères de l'Éducation nationale, mais aussi ministère du Sport, bénéficie d'effectifs renforcés. Ces effectifs ont triplé entre 2016 et 2024, avec 44 agents en 2024, tous habilités au secret de la défense nationale. Ce service mène les actions suivantes. Première, des missions d'animation et de coordination de la politique de sécurité et de défense. Conception et diffusion de plans, veille et alerte, protection des biens et des personnes, protection du potentiel scientifique et technique, protection du secret, sécurité des systèmes d'information et intelligence économique. Le second, le lien avec tous les services de l'État, et notamment avec le SGDSN, en pilotage interministériel, et bien sûr aussi le lien avec les services de renseignement. En revanche, ce service ne mène pas de mission d'enquête, de police ou de renseignement. Alors son action est aujourd'hui organisée autour de 7 pôles, afin d'assurer la résilience de la structure et de nos capacités de réponse, et avec notamment, donc je vais les citer, les 7, un pôle chargé de la sécurité des systèmes d'information, une cellule ministérielle de veille et d'alerte qui s'occupe du recueil des signalements d'événements graves et très graves, et ceci de tout type, dans les établissements scolaires, mais aussi dans les établissements d'enseignement supérieur. Cette cellule fournit une synthèse quotidienne au cabinet et des analyses sur les tendances. Le troisième, un pôle chargé des valeurs de la République, du séparatisme, des atteintes à la laïcité et qui s'occupe du recueil, mais aussi du traitement et de la prise en compte des signalements en lien avec les services déconcentrés. Enfin, un pôle chargé de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation, de la lutte contre la prolifération et de la sécurité économique. Et puis, un pôle chargé des activités d'importance vitale et de la protection du secret, notamment en charge de la gestion des habilitations. Alors, ce service national s'appuie, à l'échelle des établissements, sur un réseau, le réseau des fonctionnaires de sécurité défense, que j'appellerai les FSD. Ce sont aujourd'hui 143 FSD dans autant d'établissements, que ce soit des universités, des organismes nationaux de recherche, des IEP, des établissements publics, des EPA, etc. Et ce réseau, ces établissements constituent un maillage territorial particulièrement bénéfique qui garantit l'efficacité de la politique publique sur le terrain. Des actions de formation initiale et continue sont menées à leur profit tout au long de l'année, avec par exemple des rendez-vous rituels comme des séminaires permettant à chacun de disposer d'un état des lieux général et aussi d'une hauteur de vue sur les actions entreprises au niveau local. Une partie importante de l'activité du service et de ses réseaux, en lien encore une fois avec toutes les directions du ministère, mais aussi avec tous les services de l'État, contribue directement ou indirectement à la lutte contre les influences étrangères indésirables. Alors avant d'aborder de manière plus précise les actions menées, je propose de vous dresser un panorama général de la menace. À titre liminaire, il n'appartient pas au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de caractériser, de définir ou d'identifier la menace. Ce travail est mené par les services de renseignement et le SGDSN qui, à travers des échanges et des notes, nous instruisent sur la situation. Si le ministère n'est pas menant sur cette problématique, je partage toutefois le constat d'un accroissement des tentatives d'ingérence dans les établissements sur lesquels il a autorité ou dont il assure la tutelle.
Les signalements des services de renseignement confirment cette tendance et nous poussent à identifier de manière conséquente nos efforts de contre-ingérence. Cette menace est à la fois généralisée, mais aussi insidieuse, incarnée par des compétiteurs stratégiques identifiés. Elle se matérialise par des opérations de plusieurs ordres. Par exemple, des opérations de débauchage, fuite des cerveaux, et de prédation capitalistique. Ou encore, des opérations de captation des savoirs, mais aussi de savoir-faire sensibles. Des opérations de lawfare, déstabilisation par le droit, notamment via des lois à portée extraterritoriale et l'instrumentalisation des décisions de justice. Ou encore des opérations d'influence réputationnelle et de construction de narratifs dans les universités. Face à cette menace protéiforme, nous menons donc différents types d'actions. Premier, les instituts Confucius font l'objet d'une vigilance très particulière, notamment depuis le rapport dit Gattolin, monsieur le sénateur, produit par le Sénat en 2021. Chaque situation fait l'objet d'un suivi au cas par cas, en lien avec le SGDSN, mais aussi les établissements. Par principe, nous demandons à ce que les instituts disposent d'une personnalité juridique propre et qu'ils ne soient pas adossés aux établissements. Par exception, nous acceptons qu'un institut soit intégré à un établissement lorsque la convention est de nature à porter un meilleur contrôle, par exemple avec des systèmes d'information séparés, des locaux éloignés des laboratoires de recherche sensibles, etc. Par principe, nous ne sommes pas opposés à la présence des instituts Confucius en France. Nous veillons toutefois à ce que l'activité de tels instituts se cantonne au domaine de la linguistique. Nous ne pouvons pas tolérer une influence dans d'autres champs, dans nos établissements d'enseignement supérieur, tels que les choix et méthodes pédagogiques ou encore le contenu des enseignements. Plus largement, le MESR exerce une vigilance particulière, mais sans naïveté, sur les opérations d'influence étrangère dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment s'agissant de celles qui visent les sciences humaines et sociales. Le caractère insidieux de ces démarches peut rendre compliquée leur détection. Il n'existe pas de recensement et de suivi exhaustif des situations au sein du ministère. C'est une compétence de la Direction générale de la sécurité intérieure. Mais des axes de travail permettent de disposer de remontées d'incidents sans que celles-ci ne puissent recouvrir un caractère obligatoire. Je pense par exemple à l'ouverture de la cellule ministérielle de veille et d'alerte aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Aussi, une vigilance renforcée est portée sur plusieurs points. Certaines associations, comme cela est le cas pour les associations d'étudiants étrangers, qui sont parfois en lien avec le gouvernement de leur pays respectif. Certaines bourses à financement étatique, particulièrement celle du China Scholarship Council, dit SCSC, dont il est documenté que les bénéficiaires doivent rendre compte à l'ambassade de Chine ou à ses proxys. Je veille également à ce que le ministère soit consulté sur l'ensemble des sujets de doctorat ou de post-doctorat qui seraient financés par ce CSC lorsqu'ils s'inscrivent dans les domaines scientifiques et techniques protégés, c'est-à-dire dans la réglementation relative à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation. La réglementation relative à cette protection du potentiel scientifique et technique de la nation permet depuis plus de 10 ans de protéger les recherches les plus sensibles menées dans les laboratoires français du risque d'ingérence et de captation indue de savoir et de savoir-faire par des puissances étrangères. Pleinement adaptée au monde de la recherche, sa prise en main par les fonctionnaires de sécurité de défense des établissements dans l'enseignement supérieur et la recherche a permis la création de plus de 900 zones à régime restrictif, que j'appellerai des ZRR, et la protection de plus de 200 laboratoires sensibles. En 2023, le ministère a analysé au cas par cas près de 18 000 demandes et a entravé l'accès de plusieurs centaines d'individus présentant un
ou plusieurs risques pour les intérêts nationaux au laboratoire couverts par le dispositif. Pour les États les plus sensibles, le nombre d'avis réservés et défavorables a dépassé le nombre d'avis favorables. Des outils en cours de déploiement, comme le développement d'indicateurs, la modification du décret portant diverses dispositions relatives à la PPST de la Nation, l'intégration de certaines disciplines des sciences humaines et sociales, permettront à terme une couverture plus importante et plus efficace des activités sensibles. Plus spécifiquement, la modification du décret relatif à la PPST va permettre un renforcement notable du dispositif de la PPST à partir de janvier 2025. Il introduit en particulier un régime contraventionnel pour manquement aux obligations de protection et de mise en œuvre d'une ZRR. Jusqu'à ce jour, nous n'avions aucun levier réglementaire pour inciter à la mise en place de ZRR, au-delà bien sûr du travail de sensibilisation et de formation aux enjeux sous-jacents. Cette évolution est donc essentielle pour s'assurer de la bonne mise en place de ces ZRR. Par ailleurs, le décret prévoit également qu'une contravention de 5e classe pourra être adressée à un établissement de l'enseignement supérieur ne respectant pas l'obligation d'information du MESR ou du MEAE pour des projets d'accords internationaux impliquant des activités au sein d'une ZRR. Il s'agit là encore de créer un facteur incitatif pour s'assurer de la bonne vigilance vis-à-vis de tout accord impliquant en particulier les ZRR. Enfin, mon ministère est partie prenante du dispositif de contrôle des investissements étrangers en France, piloté par le ministère de l'Économie, et rend un avis sur les dossiers dont la société cible entretient des liens forts avec des laboratoires publics ou bien fonde son innovation sur la recherche publique. Ce dispositif permet d'entraver les opérations les plus sensibles ou de fixer à l'investisseur étranger des conditions visant à limiter les risques détectés pour les intérêts nationaux. L'instauration de conditions visant notamment à protéger l'activité de la société cible ou sa propriété intellectuelle a été demandée pour certains dossiers soumis aux services de défense et de sécurité depuis le début de l'année 2024. Je le disais, l'ouverture, les échanges et la coopération internationale sont à la fois une nécessité et une raison d'être de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais mon ministère exerce aussi une action résolue contre les démarches de puissances étrangères qui vont à l'encontre des intérêts fondamentaux de la nation, qui dépassent le cadre des échanges amicaux, des échanges ouverts et équilibrés dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Donc voici le panorama à la fois des menaces, mais aussi des actions que je pouvais vous dresser dans le temps qui m'était imparti et dans le format de l'exercice, ainsi que des actions que nous avons pu impulser ces dernières années. Je suis bien sûr désormais à votre disposition pour toute question et je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Sans plus tarder, je donne la parole au rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Je vais redémarrer. Ma première question portera sur votre introduction. Vous avez évoqué des compétiteurs stratégiques et vous avez évoqué des mouvements sociaux dans l'université, je vous cite. Pouvez-vous nous en dire plus sur qui sont les compétiteurs, quels sont ces mouvements sociaux à l'université qui laisseraient penser qu'il y ait donc des ingérences étrangères, donc quel État, quel mouvement dans les universités françaises? Oui, pardon, excusez-moi. Alors, tout d'abord, juste pour vous dire, c'est vrai que le format public de cette audition ne va pas me permettre vraiment de vous donner des précisions concernant les pays ou autres. Ce que je peux vous dire par rapport à effectivement ce que j'ai dit sur l'introduction, c'est que lorsque des points sont identifiés, ils sont suivis et en particulier par le GDS, enfin le service effectivement de sécurité intérieure est suivi de façon claire et en direct. Voilà. Mais je ne peux pas vous citer dans le cadre de cette audition effectivement des opérations menées par tel ou tel pays en citant les noms. D'autres
Oui, simplement sur ce point particulier, nous pourrons, si vous le souhaitez, en accord avec le rapporteur, en fin de séquence, consacrer un temps à huis clos. On l'a fait avec d'autres auditions, donc on comprend très bien qu'il y a des certain nombre de choses qui ne doivent pas être dites en public, mais la commission d'enquête a vocation à les entendre néanmoins dans un cadre à huis clos approprié que je suis prêt, en accord avec le rapporteur et les collègues, à poser tout à l'heure pour conclure. Sur les fonctionnaires de sécurité et de défense, qui sont une pièce maîtresse dans le dispositif qui est le vôtre, dont vous nous avez dit de passer de 44 à 143. Ma première question, c'est est-ce que cela couvre donc tous les établissements d'enseignement supérieur en France, publics, privés, et y compris en Outre-mer? Je remets le micro. Peut-être un point, c'est, alors oui, bien sûr, l'outre-mer et tout, je dirais, au niveau national est concerné. Hein, tous les établissements publics sont concernés, bien évidemment. Donc tous disposent d'un FDS? Alors, tous disposent aujourd'hui, comme je disais, peut-être une précision. Les 44, parce que vous avez parlé de 44 et 143, mais je me tourne. 44, c'est le nombre au niveau du service du ministère. Les 143 sont le nombre au niveau des FSD, au niveau des établissements. Donc les deux ont eu une augmentation du nombre ces dernières années, mais dans ces deux services, un qui chapeaute et l'autre qui sont dans les établissements. Et donc aujourd'hui, il y a 143 FSD au niveau des établissements publics. Clairement, je pense que ça couvre, alors tous, je me retourne, je ne dirai pas tous de façon exhaustive, je ne voudrais pas aller, mais en tout cas tous les établissements les plus sensibles dans lesquels des domaines ont été identifiés ont un aujourd'hui référent FSD dans leur établissement, dans les 143 établissements dans lesquels il y a des sujets sensibles de recherche. Et dans l'enseignement privé ? Et dans l'enseignement privé, je me tourne, là il n'y a pas de réseau, ils ne font pas partie sur les réseaux. En particulier, dans les FSD, le secteur prioritaire, comme on l'a vu, hein, il y a des secteurs thématiques, mais c'est beaucoup la recherche sur les doctorants, etc., sur le côté enseignement des établissements, qu'ils soient privés ou publics, dans lequel il n'y a pas obligatoirement de secteur de recherche ou de secteur de doctorants, etc., le sujet est un petit peu différent aussi. Donc je mettrai aussi ce bémol sur le secteur privé, mais là je parle du secteur public sur les 143. Bon, on pourrait imaginer. Mais après, ce qu'on a pu constater lors de nombreuses auditions, c'est que ces fonctionnaires, parfois, occupent également d'autres fonctions. Et parfois, cette nouvelle mission vient s'ajouter à toutes les autres. Donc, peut-être, on pourrait imaginer que ce soit vraiment leur métier dédié et non pas seulement en plus d'eux. Donc, ça, c'est ma première question. Et deuxième question, pensez-vous qu'il serait bon ou non que les chefs d'établissement, les directeurs d'établissement soient également habilités à l'avenir? Comme une obligation, j'entends. Alors, cette question des chefs d'établissement, que ce soit président, directeur d'école, d'université, donc nous travaillons effectivement aujourd'hui pour avoir des formations aussi sur les chefs d'établissement, en plus des sensibilisations et autres qu'il y a, et effectivement des formations pour les chefs d'établissement à avoir non seulement connaissances et compétences, mais pouvoir aller plus loin au niveau des présidences et des chefs d'établissement. Les FSD ayant la plupart du temps, je me retourne, mais un lien direct avec les présidents d'établissement ou les directeurs d'école. Dans certains cas, ils ne peuvent pas donc avec les présidents ou les directeurs d'établissement avoir un centre d'échange puisque ces dernières ne sont pas... C'est pour ça qu'on souhaite... Je ne parle pas de la formation, moi. Est-ce que l'idée, c'est d'en faire une obligation? Alors, aujourd'hui, on est plus dans un côté de... Premier point, élargir le réseau des FSD, c'est ce que vous disiez, donc avec une professionnalisation et un élargissement et en renforce de ce réseau des FSD. Vous posiez la question des FSD qui sont parfois DGS ou autres, enfin je reprécise, mais ce sont des fonctions effectivement que l'on trouve dans les établissements qui se cumulent parfois. Et c'est vrai qu'il y a clairement une volonté, et on y travaille, on l'a vu par l'augmentation du nombre, d'augmenter le réseau, de professionnaliser le réseau. Sur aujourd'hui les présidents. Donc, il y a quand même important de former
avant même de donner la responsabilité ou d'avoir l'habilitation, d'avoir une formation, c'est quand même quelque chose qui doit être associé. Donc nous sommes en train d'instituer une formation pratiquement obligatoire à tout type de président, dont ce volet-là fera partie aussi, et ça c'est quelque chose d'important pour l'avoir. Et c'est vrai qu'ensuite, cette formation portera en particulier sur l'exercice des responsabilités, que ce soit en déontologie, en organisation institutionnelle, pouvoir de police, donc tout ce qu'embrasse la responsabilité d'un président ou directeur d'établissement. D'ici, on va pouvoir effectivement ouvrir aussi à l'équipe présidence au niveau de la formation et se poser la question de la responsabilité, mais là du président en tant que tel. Certains le sont, je me retourne, mais je le sais, certains le sont déjà en habilitation. Oui, certains. L'idée, c'est... Voilà. Vous êtes sur la formation, moi je pense qu'il faut aller plus loin, mais c'est pas voilà, le sujet. Mais pour y aller, parce que ayant été dans ces certains-là, je pense que la formation et la professionnalisation dont vous parliez sur les FSD est un préalable et dans cette évolution que nous sommes en train d'avoir pour pouvoir effectivement donner cela aussi à tous les présidents et le généraliser. Donc c'est un processus. Le problème, c'est que quand le préalable dure et dure et dure. Je vais aller sur les autres questions, sur les zones à régime restrictif que vous évoquez. Lors de nos éditions, nous avons pu constater qu'un certain nombre étaient déjà en attente, j'ai envie de dire, et pour beaucoup d'établissements, il y a un coût financier conséquent qui aujourd'hui ne leur permet pas d'intégrer le dispositif. Donc pour ce manque de coût, on a le sentiment qu'il y a un manque donc, de sécurité. Donc la question qui est posée, c'est comment on peut imaginer que, à côté de cette évolution que vous portez sur à la fois les matières, que ces ZRR aient les moyens, donc les établissements aient les moyens financiers réels pour réaliser vraiment ces mesures restrictives. Donc, est-il possible qu'il y ait un abondement financier pour pouvoir mettre en place cela? Oui, alors, en tout cas, sur les problématiques de mise en œuvre des ZRR, on le suit. Je vous ai parlé du décret parce qu'il y a plusieurs causes à des effets. Il y a une dynamique très importante sur le nombre de ZRR créés, le nombre de laboratoires et de zones. On est dans cette dynamique et la dynamique est toujours, je dirais, la pente est toujours de plus en plus importante depuis 10 ans. Donc cette dynamique existe réellement. Et sur les coûts, évidemment, les ZRR sont des surcoûts. Mais en tout cas, quand le président, qui est le seul responsable à pouvoir se lancer dans une mise en zone restrictive d'un laboratoire ou d'une zone dans un laboratoire. Nous l'accompagnons et je suis très intéressée à avoir une liste de laboratoires ou de zones qui sont empêchés au jour d'aujourd'hui de se mettre en ZRR pour une question de coût. Parce que c'est effectivement pas quelque chose, alors ça peut être temporaire, sur 6 mois, etc., le temps de faire le plan de financement, oui, ça met un peu de temps, mais en règle générale, il est important et on accompagne les établissements, les universités sur les problématiques de coût, même si, et là je vous rejoins, il y a un côté délai et de mise en plan de financement, mais c'est en tout cas aujourd'hui, pas l'identification, mais je me tourne de points de blocage pour se lancer dans la mise en conformité, on va dire, aux normes et lancer un passage en ZRR. Et c'est une difficulté, hein, c'est un coût, c'est une difficulté. C'est ce que dit pour autant France Université. Bien, je verrai avec eux. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a des contraintes, et nous y travaillons, parce que sur la formation, de contraintes de ZRR qui sont réelles, sur lesquelles nous devons travailler encore plus par rapport à l'accès aux doctorants, par rapport au temps, etc., sur lesquelles, de même façon, un progrès a été fait pour avoir des zones de sécurité réelles et sans, évidemment, pénaliser, entre guillemets, le travail de recherche. Donc ça, tout le monde est conscient de ce travail que l'on doit faire de façon commune, collégiale, parce que c'est un vrai développement. Qu'il y ait des coûts, c'est des coûts. Et c'est vrai que c'est toujours un coût pour une université, comme beaucoup de choses, qui sont d'ailleurs autonomes. Mais en tout cas, quand une université aurait un problème de coût pour ne pas mettre en ZRR, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des contrats d'objectifs de moyens et de performance qui permettent de financer les projets prioritaires. Il y a d'autres points. Et oui, c'est ça, on peut limiter la ZRR à des pièces, vous savez, des zones qui sont moins sensibles au coût. Donc il y a différentes possibilités pour avancer, en tout cas dans le projet de mise en sécurité d'une zone ou d'un laboratoire. Aujourd'hui, vous avez listé le nombre de ZRR en attente. Parce que quand nous avons fait les auditions avec vos services, ils nous ont donné un nombre. Oui, mais ce zone de ZRR en attente, pour moi, je me retourne encore pour ne pas vous dire, n'est pas obligatoirement liée à une attente liée à une impossibilité de financement.
Alors, quel En est tout cas, le nombre de ZRR en attente aujourd'hui? on vous le dit Il y en a plus de... Je crois que c'est 150 oui, de mémoire. c'est à peu près dans l'ordre de grandeur. Je pourrais vous donner le chiffre, je l'ai dans le document Mais juste après. Donc c'est pour ça que ça me laisse à penser que quand même la question de surcoût financier est un élément important. En tout cas, quand Alors, nous avons l'audition hein, et quand nous avons eu l'audition de France Université Lyon. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille si c'est un élément, parce que ça ne peut pas être, mais je pense que ce n'est pas le seul élément, en tout cas sur les 150, et il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on doit travailler pour faciliter la mise en œuvre, et le coût est un élément, le surcoût important. Non, mais de nouvelles ZRR. Ouais. Non, ça c'est en plus des aides actualisantes. En fait, ce que je peux vous donner là, c'est sur les 931 nombre total de zones, hein, pas de labos, mais de zones dans ZRR. Nous avons aujourd'hui 931 ZRR et nous avons eu en 2023 plus 201 zones, 200 zones en plus. Donc une vraie dynamique d'année en année qui augmente d'année en année. Donc bon, après, et je pourrais vous donner, c'est l'ordre de grandeur. Donc, c'est aussi la façon de traiter les choses et de la volonté aussi. C'est pas parce qu'on déclare qu'on souhaiterait qu'il y ait une zone en ZRR que l'université a déclaré vouloir la mettre en ZRR. Donc, il y a tout un tas d'étapes, tout un tas de travail à faire et il faut aider à trouver les bonnes solutions, que ce soit des bonnes solutions financières ou des bonnes solutions de mise en fonctionnement. Madame la ministre, j'entends, je vous le redis juste que quand nous avons auditionné vos services, il y avait près de, je crois, 150-200 en attente. Et que quand nous avons auditionné France Université, la question des surcoûts conséquents pour une université, avec toute la question d'autonomie, est un sujet premier qui aujourd'hui les empêche de développer leur sécurisation de soit leurs labos, soit des autres. Voilà, moi je vous le redis après, voilà. Pour accélérer, parce que le temps va nous être pris, deuxième chose, le rapport Gattolin, vous y évoquez tout à l'heure, on a identifié, vos services ont identifié d'ailleurs dans leur réponse, seulement 6 recommandations aujourd'hui mises en place ou quasiment mises en place sur les 26. Donc l'autre question, c'est comment expliquez-vous ce retard, soit parce qu'elles n'étaient pas pertinentes, soit parce qu'il y a des différentes difficultés, d'une façon générale. Alors, quelques recommandations, effectivement, ne sont peut-être pas prioritaires, ont été décalées prioritaires, mais de nombreuses recommandations, je les ai là, on les a évidemment, on pourra vous donner le détail si vous ne l'avez pas eu, mais c'est un détail qu'on a fait d'actions en cours ou réalisées. Et donc, je n'ai pas décompté, mais il y a un nombre je dirais négligeable d'actions en cours ou décomptées, d'actions non engagées. J'en ai vu très peu d'actions qui étaient quelques unités qui étaient vraiment non engagées. 3 là, 4, 5. Sur toutes les actions, je crois que je compte 5 actions non engagées. Les autres, soit sont en cours, soit sont déjà menées. Donc la plupart des actions que nous avons listées du rapport sont soit en cours, soit déjà engagées pour pouvoir aboutir, soit déjà menées. Sauf 5 qui sont soit pas encore lancées, soit avec des impossibilités, mais c'est minoritaire dans le nombre de recommandations du rapport Gattolin, effectivement. Merci. Et 2 dernières questions, on peut en faire en une seule. La première, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que, vous parliez tout à l'heure du secrétaire général GDSN, qui est un peu le vaisseau amiral, celui qui pilote globalement, et on se rend compte que la lutte contre les agences étrangères a été organisée de façon empirique. Ce n'est pas un reproche, hein, c'est que, on l'a vu d'ailleurs sur le cyber, c'est qu'à un moment donné, on fait empirique, puis après une stratégie qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais le sentiment que nous avons après toutes ces auditions, quasiment 6 mois de travail, c'est que plus on s'éloigne, j'ai envie de dire, des ministères régaliens, moins, on va dire, la culture, l'intégration de ces questions-là est forte. Donc, votre regard, vous, là-dessus. Et deuxième chose, quelle serait votre approche sur l'idée d'une étude sur la question de l'impact d'une étude scientifique, pas par les ministères, mais en tout cas, on va dire, plutôt indépendante, sur l'impact réel supposé des mesures d'ingérence sur la société civile. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il manque aussi des études de référence qui permettraient ensuite d'avoir des index et de suivre dans le temps. Donc voilà mes 2 questions sur à la fois vous, votre perception, dont vous, le ministère, dans ce dispositif-là globalement. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas besoin de plus de coordination, de stratégie interministérielle, et puis sur cette idée d'étude un peu pour mesurer et de suivre dans la durée des impacts des ingérences auprès de nos concitoyens.
Alors, monsieur le rapporteur, peut-être sur le premier point, je pense que s'il y avait un mot que je devais utiliser par rapport à ce que j'ai connu avec mes différentes casquettes sur les 10 dernières années, c'est le mot dynamique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une vraie dynamique, aussi bien au niveau de collaboration interministérielle, et en particulier au MESR, avec les différents services, directions, je pense à la DGSI, effectivement le SGDSN qui chapeaute et qui coordonne, mais il y a un vrai travail de collaboration qui se sont renforcés et par rapport effectivement à cette évolution de prise de conscience de culture. Alors on le voit au niveau du ministère, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est 60% des ZRR en France. Donc je pense que c'est un impact important, c'est une dynamique chaque année qui croît de plus en plus, donc qui montre cette prise de conscience et tout, c'est pour ça que je montrais cet équilibre qui est important, on parle aussi de sciences ouvertes, on l'a vu pour les vaccins, etc. C'est de trouver cet équilibre qui permet à la science de trouver les solutions aux défis de demain. Et on sait que la science ouverte, cette collaboration internationale est une clé très très importante que l'on doit maintenir. Et en même temps, être conscient des problématiques et ne pas être naïf. Et on le sent au niveau des laboratoires et on le sent aussi quand vous allez à l'Europe et quand vous discutez avec l'ensemble de la Commission européenne en recherche et en innovation. La dernière, pareil à l'OCDE, était sur ces problématiques de sécurité, sécurité pour la recherche. Ça devient un sujet commun entre les pays, en particulier européens ou de l'OCDE, qui regardent comment trouver cet équilibre entre l'ouverture nécessaire à la science et aux collaborations et la sécurité. Et je pense que évidemment, on n'a pas les mêmes cultures dans ce ministère au départ et les opérateurs que dans des ministères régaliens, mais aujourd'hui, et on le voit dans les laboratoires, en particulier avec les laboratoires ZRR, avec la gestion des doctorats, avec les colloques, etc., il y a une prise de conscience, il y a de nombreuses formations, beaucoup d'amphis de sensibilisation qui se font, et je pense que c'est quelque chose qui prend conscience d'une volonté de trouver cet équilibre, et pas uniquement d'un côté, mais vraiment cet équilibre. C'est vraiment le sentiment que j'ai, et je dirais à tous les échelons de ce ministère, aussi bien en tant que structure qu'en tant que de ses opérateurs et des chercheurs qui prennent conscience effectivement de cette nécessité de sécurité de la recherche et de ne pas être naïf par rapport à l'ouverture. Voilà. Donc ça, c'est le sentiment. Ensuite, par rapport à des études d'impact sur la société civile, donc je vous le disais, il y a aussi beaucoup d'indicateurs ou de travail pour permettre aux présidents en particulier, avec leur FSD dans les établissements, d'avoir des critères pour pouvoir suivre l'évolution d'indicateurs. Et ça, il y a eu un travail qui a été fait aussi avec la cellule et le réseau des FSD. Et sous le pilotage du SGDSN, il y a eu plusieurs groupes de travail qui ont réalisé déjà un travail de veille assez important, mais aussi d'anticipation, d'analyse de l'ensemble de ces risques qui sont effectivement liés aux influences étrangères, que ceci touche ou non le monde universitaire de la recherche, vous parliez public, privé, en englobant plus largement ces problématiques liées à la recherche. Donc ces groupes de travail se réunissent en général l'ensemble des départements ministériels qui sont intéressés par cette problématique. Juste pour préciser, mais je pense qu'il n'y a pas que le MESR dans lequel il y a de la recherche, dans le ministère de l'agronomie, l'agriculture, il y a de la recherche, en santé, il y a de la recherche. C'est pour ça qu'il est important de l'avoir en interministériel. Et au-delà des contributions administratives, il mobilise vraiment aussi, et je voudrais insister, des experts de haut niveau dans les champs thématiques et géographiques qu'on a identifiés et qui appellent leur attention. Donc c'est comme ça qu'on identifie aussi les ZRR, c'est comme ça aussi que sont étudiés les dossiers, c'est cette compétence interministérielle des services et des experts de haut niveau sur les thématiques. Et c'est ce travail-là qui se produit de plus en plus et qui permet effectivement d'avoir ces analyses, ces indicateurs et ces retours finalement des risques d'ingérence ou d'influence sur les établissements. Je ne sais pas si j'ai répondu par rapport aux outils ou pas. Merci Madame la Ministre, merci Monsieur le rapporteur. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre. Moi, j'ai eu le plaisir de vice-présider la commission rapportée par notre collègue Gattelin et notre collègue Blanc.
Et à l'énoncé de vos propos introductifs, il est évident que ce problème a été pris en considération parce qu'on a fait un saut qualitatif extrêmement important en 3 ans, en quelque sorte, en 3 ans, enfin 2 ans et demi, 3 ans. Donc évidemment, les choses semblent prises en considération. Moi, j'ai 3 questions. La première, est-ce que les 900 millions de budget ratissés par l'ordonnance de février vont impacter le travail qui est fait sur la protection des universités, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. La seconde question, dans les considérations et dans les propositions que nous avions faites à l'époque, est-ce que la règle de prévention des conflits d'intérêts qui était prévue avec le décret de l'article 211.2 du Code de l'éducation, qui devait intégrer les dispositions de l'article 411.5 du Code pénal, je crois, est-ce que cette disposition est appliquée ou est-ce qu'elle est en cours d'application, parce que les règles de conflit d'intérêts sont évidemment fondamentales dans les sujets dont nous parlons. Et la troisième question, qui est plutôt on avait évoqué le travail que font notamment les universités pour maintenir le lien entre leurs étudiants étrangers. Il y a un très très gros travail de fait et c'est aussi un travail d'influence. Est-ce que finalement ce travail sur nos étudiants français à l'étranger est maintenu, enfin a commencé, parce qu'en réalité il n'y avait pas ce réseau-là n'était pas fait, il n'était même pas balbutiant. Or si on veut en termes d'action positive que la France, ça Aznavour, j'y peux rien, c'est comme ça. Si on veut qu'en termes d'influence, la France puisse rivaliser, est-ce qu'on a mis en place finalement ce réseau entre nos étudiants français à l'étranger ? Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Alors, tout d'abord, les 900 millions sur l'impact, non, il n'y a pas d'impact. Pourquoi ? Donc, je l'ai détaillé au niveau de la commission finances, mais sur les impacts protection université, aucun impact, puisque sur ces 900 millions, la part qui touche mon ministère, c'est 588 millions. Et sur les 588 millions, 2 tiers, 430, sont la réserve de précaution du ministère. Réserve de précaution qui est là pour, en fin d'année, la majorité du temps rendue, donc non utilisée, ou pour des points de dépenses obligatoires, par exemple, qui n'avaient pas été prévus au niveau du budget. Donc ça n'a pas d'impact sur les 430. Sur les 100 millions, on va dire 150 qu'il reste, il y a une part, ce sont des CPER on a reprogrammé parce qu'il y avait des problématiques de programmation. On a travaillé avec les établissements sur des problématiques de reprogrammation. CPER pour pardon, les excusez-moi, ignares. Contrat plan État-région. Donc, vous savez, c'est les contrats plan État-région patrimoniaux sur la partie. Et aussi équipement de recherche sur l'équipement ITER, sur lequel il y a un équipement international, sur lequel il y a aussi une replanification du financement, sur lequel a été reporté 80 millions d'euros. Donc en fait, on n'a pas touché les financements au niveau des établissements, que ce soit universités ou organismes de recherche, et aucun financement sur les problématiques de protection ou autres n'a été impacté sur cette réduction de financement d'économie. Sur le point sur la réponse ce qui a été mis en œuvre par rapport au rapport sur le conflit d'intérêts, donc c'est effectivement une action qui est en partie engagée. Donc c'est bien l'action qui, dans le cadre des décrets qui, en s'inspirant de l'article 411-5 du Code de la recherche, c'est l'obligation pour les chercheurs de signaler dans leurs thèses, leurs travaux postdoctoraux, publications scientifiques, les éventuelles aides directes et indirectes dont ils ont pu bénéficier de la part d'États extra-européens. Donc ce point-là est engagé, c'est l'instauration progressive d'un régime de transparence sur tous les financements
et les liens d'intérêt extra-européens des chercheurs, au-delà des dispositions prévues par l'article L 411-5 du Code de la recherche, et qui ne concernent que les expertises réalisées auprès du Parlement, des pouvoirs publics constitutionnels ou autres. Mais c'est vraiment dans ce cadre, il y a un groupe de travail piloté par le SGDSN qui est sur ce point-là particulièrement et qui vise à permettre de manière effective d'exiger la déclaration par les candidats de leurs éventuels conflits d'intérêts dans ces démarches d'accès aux zones, enfin pour les ZRR. Ça touche les chercheurs qui travaillent dans les ZRR. Donc c'est en cours et dès que le groupe de travail aura donné ses conclusions, il y aura une mise en œuvre pour avoir ces déclarations des chercheurs par rapport à des financements autres. Avant le 9 juillet, ce serait bien. Sur les réseaux. Oh, pardon, sur les réseaux. Donc sur les réseaux, effectivement, donc c'est un travail qui est mené dans beaucoup d'établissements. Donc je dirais à l'échelle de l'établissement avec les alumni, donc soit de réseaux, c'est via les alumni, alors soit à travers des fondations qui sont associées aux établissements, soit à travers les réseaux d'alumni des établissements. Et c'est vraiment un travail qui monte en force, en vigueur, dans les établissements, aussi bien pour les Français qui partent à l'étranger que pour nos étudiants qui sont venus faire des études dans les établissements français et qui retournent, donc les étudiants étrangers. Donc en même temps, il y a ce travail dans les établissements de garder ces réseaux d'influence, de collaboration, d'être ambassadeur, etc. Et en même temps, on a, je dirais, un œil, une vigilance particulière sur ces associations aussi d'étudiants, on va dire, étrangers ou d'anciens étudiants étrangers qui sont montés au niveau associatif et qui ont parfois des liens avec certains pays. Et il y a une vigilance, une surveillance de ces types d'associations. Donc c'est deux choses différentes, mais qui sont accompagnées en parallèle. Merci, Monsieur Reichert. Merci, Président. Madame la Ministre, 3 questions. La première, est-ce que depuis les récents conflits que sont l'agression russe en Ukraine, respectivement le 7 octobre dernier sur le Moyen-Orient, est-ce que vous avez répertorié des tentatives d'influence, voire d'ingérence étrangère accrues par rapport au passé, en provenance naturellement plus particulièrement de ces zones? Voilà. Deuxième question, vous nous avez parlé d'influence, d'ingérence étrangère d'origine étatique. Est-ce que vous pourriez nous parler d'influence, d'ingérence d'origine étrangère, bien sûr, mais d'origine communautariste, tout particulièrement concernant le radicalisme musulman particulièrement, mais pas que. Et y a-t-il là des actions particulières de la part de votre ministère? Troisième type de question, en lien direct avec ce qu'a dit tout à l'heure Madame Goulet, en ce qui concerne les réseaux, moi je voudrais vous interroger sur la permanence de certaines relations entre certaines universités, dont l'une ou l'autre que je connais bien, et notamment quelques services particuliers, quelques enseignants particuliers, quelques chercheurs particuliers, relations qui sont devenues au fil du temps presque institutionnelles avec des établissements, voire des communautés universitaires étrangères, qui pourrait, le cas échéant, je cherche mes mots, qui pourrait, le cas échéant, donner lieu, mais à l'étranger, à des interventions, des influences, voire même des tentatives d'ingérence étrangère à l'égard de nos chercheurs, nos universitaires qui, comme je viens de vous l'indiquer, sont engagés depuis des années, vraiment des années, avec les mêmes communautés universitaires des mêmes pays. Je vous remercie.
Donc, monsieur le sénateur, pour le premier point, je pense que si on a quelque temps par la suite, voilà, je garderai bien la première partie de la question sur le 7 octobre par rapport à a-t-on identifié, parce que voilà, le format fait qu'il est délicat de répondre là, mais je l'ai noté aussi, enfin, pour tel et tel pays. Sur la partie plus, deuxième point, sur l'influence étrangère, la partie plus communautarisme, est-ce qu'on a vu, en particulier ces derniers temps ou autres, donc pour vous dire, évidemment, on ne méconnaît pas ce que je vais appeler, en tout cas, les rumeurs qui existent au sujet d'opérations d'influence étrangère à l'œuvre dans des actions ayant été menées, que ce soit au printemps ou depuis quelques mois, on va dire, dans les campus universitaires et en particulier à l'occasion de la mobilisation sur la Palestine et le conflit israélo-palestinien. Pour autant, à cette heure, et à ma connaissance, sachant que, vous le savez, hein, de nombreux ministères sont plutôt à la manœuvre d'identifier, donc aucun lien n'est établi dans aucun établissement, en tout cas d'enseignement supérieur et de recherche, entre ces mouvements et des puissances étrangères déterminées. Donc les services du MESR exercent aussi une vigilance particulière, un suivi un suivi même renforcé, on va dire, de la situation, notamment dans certains établissements, mais aussi dans tous les établissements qui peuvent être ou concernés, qui ont été concernés par des mobilisations, quelles qu'elles soient. Donc, à travers en particulier la cellule qui a été utilisée, la cellule ministérielle de veille et d'alerte que l'on a réouverte, à travers des procédés des process plutôt, que l'on a mis au point, de liens très forts entre le ministère, la cellule, le HFDS, les présidents qui ont les pouvoirs de police et les rectorats, mais aussi les préfets. Et aujourd'hui, voilà ce que je peux vous dire à notre connaissance au niveau de mon ministère par rapport. Puis-je compléter, si vous le permettez, Monsieur le Président? Toujours dans cette même thématique, j'ai bien compris votre réponse qui porte sur une période plutôt récente, mais plus structurellement, depuis des années, est-ce que il y a une surveillance ou une action particulière liée précisément à des influences, respectivement ingérences étrangères d'obédience communautariste en provenance d'un certain nombre de pays dont on voit bien lesquels ils sont, qui visent à progressivement instaurer une réflexion, je pèse mes mots, hein, une réflexion d'obédience frériste, par exemple, au sein d'un certain nombre d'universités, voire de facultés, peut-être juste, hein, mais de façon très insidieuse, maintenant, depuis, j'ose le dire, depuis une décennie au moins, voire plus. Alors, comme je disais au départ, ce ministère, je dirais, fait remonter, mais ne qualifie pas. On n'a pas la qualification et en tout cas, la mission, ni de qualifier, ni de suivre, ni inspecter, de faire. Donc c'est de l'identification, du signalement. Et ce signalement est fait. Je me retourne régulièrement pour ne pas vous dire. Donc effectivement, ces signalements doivent être faits pour ensuite être expertisés, qualifiés éventuellement, etc. Mais c'est une mission, que ce soit au niveau des FSD ou nous-mêmes HFSD sur le ministère, de signalement et pas de qualification ou autre. Donc c'est vrai que dans notre ministère, on peut pas, ce n'est pas notre mission, c'est d'autres ministères, d'autres directions avec lesquelles on travaille pour caractériser, pour identifier vraiment, pour, je dirais, définir une menace, même si on travaille en lien. Et pour ce, nous n'avons pas ce rôle et cette mission et ce rôle au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc il y a une collaboration, mais je dirais que le ministère et autres n'est pas un service de renseignement, puisque ça dépend d'un autre
d'un autre ministère, et c'est de la collaboration entre les directions et par rapport effectivement à prévenir. Alors, le troisième point, c'était celui-là, je pense, c'était les relations institutionnelles. Oui, mais rien à voir avec le communautarisme. Donc, les équipes sont toujours les mêmes. Excusez-moi, les équipes sont toujours les mêmes d'enseignants, de chercheurs qui travaillent avec des communautés scientifiques ou de recherche étrangères, toujours les mêmes depuis maintenant des décennies. Et dont on peut réellement s'interroger sur ce qui se pratique vraiment dans ce cadre-là, et à l'étranger, j'entends bien. Alors ça, on rentre dans un processus dans le côté de surveillance, on va dire, de la PPST. C'est vraiment les process qui sont en lien avec la PPST, c'est-à-dire que l'ensemble des formes qui sont identifiées, enfin qu'on peut avoir notées, qui peuvent être liées à des ingérences, que ce soit des projets de coopération dont vous parlez, sur du long terme, répétitif, des financements, on a parlé tout à l'heure de l'investissement étranger, des financements de travaux de recherche, que ce soit des relais académiques qui peuvent être par collaboration, qui peuvent être d'influence motivée par des considérations, qu'elles soient d'ailleurs financières ou politiques, etc. Tout ça est vraiment dans le procédé, dans le process suivi par la PPST et suivi attentivement, effectivement, par mon ministère. Là, c'est dans le suivi des collaborations. Et quand, en collaboration toujours avec le service de renseignement, où chacun fait sa part du travail, mais effectivement, ces types de collaboration, ces financements extérieurs, enfin tout ce que j'ai cité, fait partie, lorsque l'on a identifié un labo ou une équipe qui est sur des thématiques sensibles, les processus de PPST et les ZRR font partie, mettent en œuvre ces suivis-là. Et c'est suivi par mon ministère, dans ce cadre-là. Madame Paoli-Gagin. Donc, juste pour information, peut-être, je demande si je peux dire, sinon je vous garderai les informations après, mais dans ce cadre-là, par exemple, nous avons fait 3 signalements récemment. Voilà. Madame Paoli-Gagin. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. 3 petites questions qui tournent autour un petit peu des systèmes d'information. D'abord, je voulais savoir, d'un point de vue un peu micro, on sait que souvent l'influence, l'ingérence, ça vient de failles de sécurité. Et souvent, les failles de sécurité, elles viennent des personnes très faillibles que nous sommes tous, c'est-à-dire des êtres humains. Je voulais savoir si au sein des établissements, vous avez envisagé, ou bien est-ce que cela existe, des boîtes à outils pour finalement familiariser les personnels, quels qu'ils soient, à l'hygiène numérique et à la nécessité d'être extrêmement vigilant sur tous ces sujets et d'avoir aussi la capacité, via une sorte de boîte à outils, de remédier, le cas échéant, aux problématiques liées à ces failles. Je remonte un peu au niveau plus macro. Est-ce que vous pensez que... Alors l'autonomie des universités, c'est très bien, mais il se trouve que du coup, on n'a pas de système d'information interopérable. Et il n'y a pas de système macro qui supervise tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ça participe aussi à notre vulnérabilité au regard des influences et ingérences étrangères? Et enfin, je rebondis sur ce que disait notre collègue. Pensez-vous que influence, ingérence étrangère peuvent aussi en fait être vectorisées par la technologie? Je ne crois pas que toutes les technologies soient agnostiques. Et est-ce que vous ne pensez pas que le fait que finalement beaucoup des outils numériques infrastructurels sur lesquels travaillent finalement nos chercheurs et nos enseignants proviennent des GAMAM, notamment je pense à des grands acteurs comme Google et dans l'IA, etc., dans beaucoup de sujets. Et est-ce que finalement ça n'est pas aussi une forme peut-être plus soft, plus smart, pour parler en mauvais français, mais très sharp d'influence ou d'ingérence étrangère? Merci. Alors, peut-être sur le premier point, Madame la sénatrice, sur la mallette, je pense, mais je vais le relier au deuxième, sur le côté système interopérable ou système global. Je pense que le système d'information est un vrai point dur.
c'est clair, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, peut-être une première chose, c'est qu'on a développé, et c'est de la même façon pour les ZRR, les PPST, sur la partie système d'information, on développe depuis quelques années, et le ministère dispose vraiment d'une organisation de plus en plus complète et suivie pour justement le traitement à tous les niveaux, ministères et établissements, en tant que spécialiste de ces problématiques de failles informatiques, de failles dans les systèmes, d'ingérence ou de piratage et de développement de la cybersécurité aussi. Donc il y a vraiment un développement, donc ça repose sur près de 500 acteurs et experts au sein des services et des établissements, donc il y a eu un progrès là aussi. On a 2 centres de cyberdéfense, donc qui se sont aussi développés, l'un pour les systèmes d'information ministériels, le second qui est opéré par Renater, qui est le système réseau au niveau de l'enseignement, pour les menaces opérées sur ce réseau en particulier. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une organisation avec des RSSI dans les universités. Donc, ils sont aussi, pour les RSSI, par exemple, rattachés au président d'université pour développer la sécurité des réseaux au niveau des universités. Responsable. Merci. Responsable des systèmes sécurité informatique. Donc, qui souvent dépend de la direction des systèmes informatiques au niveau, voilà, mais qui dépend hiérarchiquement en général du président d'université pour ce responsable de la sécurité des systèmes informatiques. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui effectivement se sont développés. Et je ne sais pas si un système global ou interopérable, finalement là, quand vous attaquez un système, vous n'attaquez pas l'ensemble de nos systèmes d'université, de recherche, de laboratoire. Donc pour avoir un système macro qui serait peut-être plus sécurisé, il faut qu'il soit très très bon et très on voit bien qu'aujourd'hui la technologie, et c'est lié au 3e point, est tellement avancée, c'est pour ça qu'on développe aussi tout ce qui est cybersécurité de façon énorme, c'est que protéger un système informatique, personne ne peut dire aujourd'hui qu'on a la clé et l'assurance de protéger. Donc je ne sais pas si finalement d'avoir des systèmes d'information qui devraient s'améliorer, qui devraient être plus cohérents, robustes au niveau de l'échelle territoriale, de l'avoir au niveau national serait finalement une bonne chose ou pas. Donc il y a cette amélioration de l'organisation, centre cyberdéfense, responsable de la sécurité du système d'information au niveau du ministère, avec aussi les responsables des sécurités et la même chose dans les établissements, et un déploiement qui est en cours de conseillers à la sécurité du numérique dans les directions métiers aussi. Donc ce qui permet non pas de, je réponds ainsi peut-être un peu à votre premier point, c'est-à-dire de donner des boîtes à outils, c'est compliqué, on forme les chercheurs, on a des référents dans tous les laboratoires souvent pour l'informatique, mais d'avoir ces conseillers à la sécurité du numérique peut être la clé d'entrée par rapport à ce que vous, dans le premier point, c'est boîte à outils, c'est-à-dire donner du conseil, alerter, former les chercheurs au niveau du système informatique et des outils à utiliser. Et effectivement, ça m'amène au 3e point, qui est les outils finalement qu'on trouve sur le marché à l'international, les GAFAM ou autres. On le voit dans l'intelligence artificielle, c'est la même problématique aussi, mais là sur des problématiques d'influence, d'ingérence, mais aussi voilà, de puisement, enfin de puiser dans des bases de données hautes ou de pouvoir utiliser et récupérer des données importantes, etc. Et donc je pense que c'est-à-dire qu'il y a des règles, et je me retourne aussi, mais les directions de l'informatique dans les établissements reçoivent des règles de la part du ministère de ne pas utiliser, on a connu ça pendant le Covid par exemple, les plateformes de visioconférence, de ne pas utiliser n'importe quelle plateforme, de ne pas utiliser n'importe quel outil. Il y a des règles, il y a des consignes. Alors ça n'empêche pas que certains l'ont fait, mais ce que je veux dire, on essaye de donner des consignes, on essaye de développer des outils. Ça s'est beaucoup développé pendant le Covid, par exemple, pour justement permettre cette protection par rapport à des outils qui viendraient de l'extérieur. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui se développe, qui s'est développé, et à tout malheur, on en tire profit. La période Covid a été, en ce cadre-là, je crois, quelque chose de plutôt positif pour prendre conscience et développer des outils nationaux.
Merci Madame la Ministre. Si vous voulez bien, nous allons prendre un quart d'heure pour être dans un format à huis clos, et donc je demande à la régie de bien vouloir couper la diffusion, et peut-être aux stagiaires qui sont dans la salle de bien vouloir sortir pour aborder 3 points. Peut-être Rachid Temal pourra reformuler la première question où la ministre se proposait de répondre dans le huis clos. Je rappelle la question de André Reichert autour de l'événement
Monsieur le ministre.